Merci de suivre ce magazine kiosque de ce mardi 15 mai 2023 avec nos deux invités ce matin, Madame, Messieurs. Nous allons analyser l'actualité de ce mardi en République démocratique du Congo qui reste dominée par la solution du gouvernement face à la crise de maïs. Autre sujet, c'est l'audit du fichier électoral qui a débuté hier. La CENU a retenu 5 experts pour cette opération. Ils sont 3 Congolais et puis un Sud-Africain et l'autre, je crois il est de la Mauritanie si je ne m'abuse. Alors, autre sujet d'actualité, c'est en rapport avec le rapatriement des réfugiés congolais et rwandais. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Haut Commissariat de réfugiés se sont accordés pour le rapatriement des réfugiés congolais et rwandais. C'était à Genève que ces trois se sont convenus pour l'opération des rapatriements de réfugiés congolais et rwandais. Alors, des réactions fusent de partout à ces sujets. Vous aurez donc les analyses de nos invités qui sont à deux par rapport à ces 3 sujets. Question, la solution du gouvernement sur le maïs, l'audit du fichier électoral et puis la question du rapatriement des réfugiés congolais et rwandais. Le premier invité, c'est Christian Emango. Bonjour. Bonjour, Madame Gisèle Itoko. En forme? Oui, nous sommes très en forme, même si nous manquons les maïs. Mais nous sommes en tout cas en forme. Mais le foufou est là. Hein. Le maïs n'est pas là, mais le foufou est là. Non, les foufous, c'est un terme générique qui comprend beaucoup d'associations. Les foufous peuvent se faire avec le maïs ou sans le maïs. Les foufous peuvent se faire avec la farine de semoule, etc. Mais nous manquons le maïs. Nous espérons que les solutions du gouvernement vont être escomptées. Mais en tout cas, nous nous sentons bien. Voilà, merci Christian Emango. Alors, Joseph Kongolo, c'est les co-débatteurs de Christian Emango ce matin. Bonjour Joseph Kongolo. Bonjour Madame Gisèle, bonjour Monsieur Christian, bonjour à tous les téléspectateurs et tous les auditeurs. Nous sommes là pour échanger sur les thèmes que vous avez proposés et nous pouvons nous frotter à cet exercice. Alors, nous commençons par le maïs parce que Christian l'a évoqué. C'est la solution du gouvernement. Hier, on a vu le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, qui était face à la presse sur cette question. En tout cas, il a apporté des réponses quant à ce. La première réponse, c'est d'abord que cette crise ne date pas du gouvernement Sama II. Comment vous réagissez à cela? Madame, je suis né au Katanga, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études, je me suis marié au Katanga. Je connais le problème du Katanga, surtout en ce qui concerne le maïs. C'est que le Katanga a connu rarement des difficultés de maïs. C'est depuis que la gécamine est tombée que le Katanga commence à connaître la difficulté de maïs. Et depuis très longtemps, la gécamine avait ce qu'on appelait la gécamine développement. C'était effectivement des champs, des grands champs de maïs que la gécamine faisait pour nourrir son personnel. Au-delà, bien sûr, d'autres maïs des paysans à gauche, à droite, ainsi de suite. Donc, depuis que la gécamine est tombée, effectivement, le Katanga a connu des cycles répétés, réguliers de crise de maïs. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'avec le boom économique, n'est-ce pas, minier pratiquement au Katanga, il y a eu un afflux très important des populations pour chercher du travail, ce qui fait qu'il y a une population très nombreuse pratiquement dans les milieux miniers, en particulier à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi, n'est-ce pas? Et quand on parle du Katanga, je crois que c'est un abus, c'est pratiquement un abus de langage. Le maïs manque à Lubumbashi, à Likasi et à Kolwezi. Oui, ça, et les trois villes ne constituent pas le Grand Katanga. C'est très faux. Mais c'est le Congo, c'est la population effectivement, congolaise. Non. Je voudrais seulement préciser pour que les gens sachent qu'ils aient au moins la photographie réelle, n'est-ce pas? Ce problème de carence de maïs. Quand vous allez à Kamina, qui est aussi le Katanga, vous n'allez pas trouver la carence de maïs. Quand vous allez à Kongolo, à Kabalo, partout là-bas, à Nyunzu, vous n'allez pas trouver la carence de maïs. Mais plutôt, il y a un problème, effectivement, mais le plus grand problème, c'est le problème de transport de ces matières, de ce maïs, n'est-ce pas, vers les milieux de consommation, en particulier les 3 villes dont je parle tout à l'heure.
Et là, la SNCC rend un mauvais service, n'est-ce pas, à la République, parce qu'en fait, c'est elle qui a été, qui est spécialisée dans le transport, n'est-ce pas, des produits agricoles vers les centres de consommation, et la SNCC est presque en faillite, voyez-vous. En deuxième temps, les maïs, vous savez, nous avons fait plus de 30 ans, on n'a plus jamais réfectionné les routes de dessert agricole dans ce pays, voyez-vous. Tout ça, la dégradation, n'est-ce pas, des routes, explique en partie, si vous voulez bien, la carence du maïs. Et pourtant, c'est pas le Katanga, c'est pas le Kasaï non plus qui manque le maïs, mais c'est plutôt ces facteurs, en particulier le transport et les routes de dessert agricole, qui sont vraiment à la base de toutes ces crises répétitives, pratiquement pour le Katanga. Et la solution apportée par le gouvernement, la première réponse, j'ai essayé d'ailleurs ma question, et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette réponse est appropriée, si ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne pour trouver une solution à cette crise. Non, c'est un passant qui explique ça. C'est un passant. Ça veut dire que ce n'est pas la première crise que nous avons connue. Rappelez-vous, quand Moïse était gouverneur, il a recouru plusieurs fois au maïs en Zambie et en Afrique du Sud. Vous vous rappelez? Malheureusement, ce maïs n'était pas le maïs du gouvernement congolais, c'était le maïs de l'individu Moïse Katumbi qui vendait sur la ville de Lubumbashi. Voyez-vous? Donc, il a requinqué pratiquement ses affaires avec cette crise. Mais ce que je voudrais dire plutôt, c'est que quand une crise arrive, au moins, on a la possibilité de prendre un problème à bras-le-corps. N'est-ce pas? C'est ça l'aspect développemental d'une crise. Quand crise arrive, tout de suite, tout le monde braque les yeux dessus et tout de suite, les autorités, n'est-ce pas, prennent le problème, n'est-ce pas, à bras-le-corps et ils essaient de trouver une solution. Et les solutions, je crois qu'avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, l'a dit assez clairement, c'est qu'au-delà, n'est-ce pas, de la situation conjoncturelle, ça veut dire cette crise qui est passagère d'ailleurs, ce qui fait qu'on va importer, mais à la longue, il faudra, n'est-ce pas, développer le secteur productif. En République démocratique du Congo, nous avons des terres, nous avons des moyens, nous avons pratiquement tout ce qu'il faut pour non seulement consommer le maïs congolais, mais encore avec la possibilité d'exporter vers d'autres pays. Donc cela est possible. Je reviens à vous pour d'autres questions, à Christian et Mango. La réponse, nous allons réponse par réponse du vice-premier ministre de l'économie. Tout d'abord, il dit que cette crise ne date pas d'aujourd'hui. Comment vous jugez cette réponse? Non, mais je peux comprendre cette réponse du vice-premier ministre, ministre de l'économie. C'est une évidence. On ne peut pas le nier, sinon que nous sommes de mauvaise foi. Mais un gouvernement est là pour constater les évidences et par la suite donner des réponses. J'entends par-ci, par-là, vous savez que lorsque le VPM et toute son équipe se sont déployés dans quelques pays de l'Afrique ici, subsaharienne, pour résoudre cette crise de maïs. Nous avons presque tourné en dérision. Et puis, finalement, une conférence de presse, on revient, on nous fait l'état de la situation et de la crise du maïs que nous avons actuellement. Et enfin, on nous dit qu'il y a un Congolais qui a accepté, et surtout qu'il y a eu une baisse au niveau de la fiscalité, plus alléchante, qu'il y a quelqu'un qui a accepté de pouvoir exporter son maïs vers le Congo, et que, par conséquent, je pense que ça va plus ou moins résoudre la crise du maïs. Le VPM nous dit qu'il faut 1 million de tonnes par an pour résorber cette crise-là. Mais que c'est qu'on met à notre disposition, sauf si ma mémoire me trompe, était autour d'une vingtaine de pourcents. 25%. Vous voyez que c'est très sporadique, c'est très passager, éphémère comme solution. Ce n'est pas si solide que ça, ce qu'on aurait pu attendre. Parce que si on doit aller dans les évidences que, ben voilà, cette crise n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai vu qu'il s'est beaucoup caché derrière le fait qu'il venait d'arriver à peine dans l'équipe gouvernementale Sama Lukombe 2 et qu'on ne pouvait pas être si exigeant que ça à leur égard. Mais je pense que lorsqu'il prenait les fonctions, il savait à quoi il pouvait s'attendre. Il savait vraiment à quoi il pouvait s'attendre, qu'il y avait des crises qui étaient déjà présentes, qu'il fallait surmonter. Et que pour ce qui concerne la crise du maïs, nous trouvons qu'à peine 25%
sans pouvoir nous dire quel est le plan, parce que je n'ai pas vraiment senti le VPM sur un plan d'exécution à long terme. Il ne faut pas qu'on oublie une chose. Quand vous dites qu'il y a une évidence, vous avez trouvé une solution, vous pouvez mettre en place, pardon, vous avez trouvé un problème, vous pouvez mettre en place des solutions pour que même ceux qui viendront après puissent reprendre et continuer le même projet. Solution durable, vous voulez dire. Exactement. Mais est-ce que nous avons suivi ça vraiment? C'est comme s'il fallait seulement résoudre la situation présente. Et est-ce qu'il y avait vraiment un programme? Vraiment, est-ce qu'il y avait un programme? Je n'ai pas senti ça du VPM. Donc, c'est bien de constater les évidences, mais quelle est la solution qu'on apporte en ce moment? La solution qu'on apporte en ce moment, c'est que l'actuel budget réserve pour ce qui est du secteur de l'agriculture 10%. Mais à ce jour, est-ce que nous pouvons évaluer? Nous sommes au mois de mai. Est-ce que nous pouvons évaluer en termes de pourcentage ce qui a été exécuté sur ce secteur-là de l'agriculture? Parce que c'était 10%. Si nous sommes au mois de mai, j'imagine que nous devrions être normalement autour de 40% d'exécution. Mais si nous ne sommes même pas à 10% d'exécution de ces budgets sur l'agriculture, mais comment voulez-vous que demain, parce que si nous sommes dans ce schéma ici, même après 2 ans, le vice-premier ministre nous dira, et les 18 ans de Kabila, et avant. Et il n'a même répondu à la question. Il dit qu'il a eu la chance d'avoir travaillé et avec Kabila père, et avec Kabila fils, et aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Que jamais le Congolais n'a mangé à sa faim depuis tous ces temps qu'il a été là. C'est sorti de la bouche du VPM. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Que jamais le Congolais n'a mangé à sa faim depuis. Alors, est-ce qu'il y a un programme qui peut nous faire sortir vers une solution où le Congolais finira définitivement par manger à sa faim? Je n'ai pas senti ça du VPM. Mais il a évoqué la mise en place d'un plan d'urgence pour stopper cette pénurie. Évidemment, c'est un plan d'urgence. Chiffré 1,2 milliard de dollars. Ça ne vous convainc pas? Non, c'est un plan d'urgence. Ce qui ne me convainc pas, c'est que effectivement, c'est de commencer d'abord par nous dire qu'il y a une évidence, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que vous allez résoudre la même question? Le plan d'urgence qui est mis en place, qui semble être mis en place aujourd'hui, d'1 milliard de dollars, oui, j'en conviens, mais actuellement, pour résoudre d'abord la problématique, c'est que les 1 million ne seront pas être consumés par les 25% dont on est sorti du pays pour aller rechercher. Il y a un fonds séquestre dont il a parlé, qui les agriculteurs, ceux qui veulent, pourront venir puiser à chaque fois s'ils en veulent effectivement, et pouvoir financer leurs activités. J'en conviens. Ce sont des bonnes idées. Mais actuellement, nous avons d'abord le premier problème et qu'il ne faille pas seulement reconnaître, parce qu'il ne faut pas aussi dédouaner autant le régime Tshisekedi. Ça fait 4 ans qu'on est là. Est-ce qu'en 4 ans, on ne pouvait pas être beaucoup plus anticipatif? C'est mieux de reconnaître d'abord son tort que nous n'avons pas été anticipatifs. Maintenant, pardonnez-nous, nous allons avancer. Mais quand vous êtes là toujours à jeter la balle aux autres, nous on se pose la question de savoir les différents plans que vous nous amenez et ça va être réalisable parce que ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas ne pas dire gouverner c'est prévoir, on ne peut pas ne pas dire qu'on ne l'avait pas prévu. C'était des choses qui pouvaient arriver. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on savait qu'il faut résoudre la crise alimentaire parce qu'il ne s'agit pas seulement du maïs. Il y a une crise alimentaire qui est générale. Demain, ce sera un autre problème. À supposer qu'il y avait, par exemple, une épidémie qui frappait les vaches à l'est du pays. Ça va impacter sur l'alimentation de ce coin-là. Mais il faut être prévisible. Il faut en tout cas mettre des politiques sérieuses en ce moment ici pour pouvoir résoudre cette crise-là. Et moi, je pense que les résultats, après toute la tournée, ce qu'on nous a apporté en termes de résultats actuellement, est vraiment très négligeable. Il faut penser à des programmes sérieux pour pouvoir résoudre cette crise-là. Alimentaire dans son ensemble n'est pas restée qu'à la crise du maïs. Merci. Alors, Joseph Kongolo, Christian évoque, parle du vice-premier ministre qui a été plus théorique, hein, c'est ça si je peux résumer, que pratique.
et plus théorique qui est pratique. Et puis on rejette la responsabilité aux autres. Quand il parle que la crise ne date pas du gouvernement Sama 2, c'est que ça date des Sama 1. La responsabilité est rejetée au Premier ministre. Voilà. Bon, la crise ne date pas d'aujourd'hui. C'est une bonne phrase que Camara a donnée, mais en fait, ça ne le dédouane pas, comme Christian vient de le dire. Vous savez qu'il est passé par 3 gouvernements successifs, 3 régimes successifs, n'est-ce pas? L'agriculture est restée toujours parent pauvre. Vous savez qu'avec Mobutu, il nous a chanté rétroussons les manches, agriculture, priorité des priorités. Mais quand vous voyez sur le budget, c'est 2% affecté à l'agriculture. Donc, c'était des simples slogans. Donc l'agriculture dans notre pays a toujours été un parent pauvre, depuis très 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 longtemps. Mais lui, qui est le porteur du régime actuel, parce qu'ils ont gagné le pouvoir à 2 avec Félix, qui est le porteur du régime actuel, en accédant au pouvoir, qu'est-ce que eux, lui et le président de la République, ont prévu dans l'agriculture? J'avais suivi le discours du président de la République, le discours sur la politique générale, n'est-ce pas, le jour de l'investiture. L'agriculture avait une bonne place dans le discours du chef. Mais est-ce que dans le fait, est-ce que le gouvernement a réussi à décliner la vision du chef de l'État sur l'agriculture dans le gouvernement? Non. Non, malheureusement. Sinon, on aurait déjà palpé des résultats. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, lui ne peut pas se dédouaner du moment qu'il est porteur du régime. Ça veut dire que le discours de politique générale élaboré, n'est-ce pas, en 2019, le 24 janvier, c'est un discours fait par M. Félix, le président de la République, et M. Camara, parce qu'ils ont mis leurs efforts ensemble et leur politique générale ensemble. Donc, il ne peut pas être dédouané, il ne peut pas dire non plus qu'il vient d'arriver au niveau du ministère, parce qu'il est au-delà de ce ministère. Il est dans la construction, n'est-ce pas, de la politique générale de la République. Il a fait quelques mois. Non, il n'a pas fait quelques mois. C'est ce que je refuse, justement. Je refuse ça. Madame, c'est lui qui est le porteur du régime avec le Félix. Ils ont construit le discours de politique générale ensemble. OK? Et il a travaillé pendant 1 année, 2 ans full, à la tête, n'est-ce pas, comme directeur du cabinet du président de la République, qu'il a assisté, même le président de la République, du fait qu'ils ont arraché le pouvoir ensemble. Donc, il ne vient pas d'arriver non plus, et il ne peut pas se dédouaner pour ça. Donc, nous exigeons auprès du président, du vice-premier ministre, des efforts et surtout des résultats palpables et mesurables. Ça, c'est une exigence. C'est une exigence, madame. Deuxièmement, le résultat. Évidemment, c'est très conjoncturel. Quel est le résultat qui est apporté? Bon, c'est vrai que ce que Christian doit savoir, c'est que dans le Katanga et le Grand Katanga et le Kasaï, la récolte, c'est au mois de juillet, commence au mois de juin-juillet. Voyez-vous? Or, nous savons qu'il y a 3 ans exactement que Kiaboula, le gouverneur, a su maîtriser, n'est-ce pas, la desserte en maïs sur le Katanga pour avoir apporté des intrants pratiquement aux fermiers et aux grands producteurs. 3 ans durant, on n'a pas eu de crise au Katanga parce qu'il avait des réserves. Malheureusement, c'est étonnant que cette année qu'il n'y ait pas de réserve. C'est étonnant. C'est épuisé. Et à partir, vous dites? C'est épuisé. Non, il faut calculer, c'est ce qu'on a dit. Il faut avoir des chiffres, il faut savoir quelle est la consommation locale. Voyez-vous? Au moins, nous sommes à Lubumbashi. Lui n'est pas pour le Katanga, mais au moins pour le Haut-Katanga. Il doit savoir quelle est la consommation locale, quelle est la consommation annuelle, ainsi de suite. Il doit savoir. Et quand il fait des réserves, il doit se rapprocher, n'est-ce pas, des chiffres. Vous voyez? Donc, ce qui est vrai, c'est que cette mesure, elle ne peut être que très conjoncturelle dans le sens que, à partir du mois de juillet, il y aura des récoltes sur le Katanga et Kiaboula a dit, je crois que vous l'avez suivi, qu'il a continué à porter, n'est-ce pas, son appui pratiquement à tous les fermiers et qu'au-delà de la production, n'est-ce pas, agricole sur la province, il y a aussi la part que la province doit avoir en contrepartie, n'est-ce pas, de ce qu'elle a donné comme intrant auprès des agriculteurs. Donc, je voudrais tout simplement dire que ce qu'il a apporté, c'est vrai, comme Christian l'a dit, que c'est moindre, mais en fait, c'est pour juguler juste un petit temps. Parce que bientôt, à partir du mois de septembre, ou, si vous voulez, au mois de août-septembre, déjà, on aura la récolte locale qui a toujours réussi. Mais il a dit que l'importation, c'est qu'il n'est que 25% ici. La culture, ici, les cultures locales, ce n'est que 25% sur la demande. Bon, moi, je crois que, en fait... C'est ça, Christian, sur la demande. Exact. Le problème n'est même pas à ce niveau, madame. Vous savez, au-delà d'être né là-bas, je fais le transport
avec des grands camions, surtout le Katanga. Je connais bien le Katanga. Le jour où on va arranger les routes, on ne parlera jamais de problème de route. Vous savez que Nyunzu, Kongolo et tout ce que vous... Il y a aussi l'insécurité de ce côté-là. Ce sont des gens qui nourrissaient à la fois les usines de fabrication de boissons. La Skol Mbujimai. Le maïs venait de Nyunzu, Kongolo, Kabalo. Et en même temps, c'était sur le marché local. Donc le problème, le plus grand problème, comme il a dit, c'est un problème transversal. Il faut arranger les routes de dessert agricole, encourager les cultivateurs locaux. Vous allez voir que nous aurons la production qu'il faut. Mais il s'est plus focalisé, vous parlez de routes des desserts agricoles, mais il s'est plus focalisé sur des routes qui font jonction, des routes qui font jonction avec des pays voisins. Est-ce que c'est non, madame. Les routes des desserts agricoles, vous savez que dans le plan de 145 territoires, il y a une place prépondérante, il a dit lui-même. Les camions sont déjà là, le plan est déjà là et tout ça, il ne reste plus qu'à lancer les travaux. Donc il y a des routes de desserts agricoles, des routes qui sont vraiment importantes dans la transmission, n'est-ce pas, des marchandises du lieu de culture vers le lieu de consommation. Je crois que dès qu'on le fait, je vous dis sincèrement qu'on aura très peu de problèmes de maïs. Mais on a toujours importé le maïs de la Zambie depuis très longtemps, mais c'était le maïs de qualité. C'est ce qu'on appelle la fleur de maïs, ou ce qu'on appelle ici, comment on appelle ça ici? Le maïs blanc là, ou jaune. Alors Christian, la suspension des taxes pour 6 mois, c'est aussi une solution efficace? Madame Gisèle, aujourd'hui, peut-être que vous avez remarqué que sur cette question, je semble être un peu clément à l'égard du gouvernement, parce que le porteur du projet, comme le dit, c'est M. Joseph, que c'est le porteur du projet, bien qu'il a été là à sa phase originelle, mais aujourd'hui, il vient à peine de tenir la manette du pouvoir. J'attendais que, à la suite de l'accès, de l'intégration au gouvernement, par exemple, du VPM Vital Kamerhe, vu l'expérience qu'il a, je me disais, nous n'allons pas tarder, dans les jours qui allaient suivre, on allait avoir des mesures sérieuses pour pouvoir endiguer certains problèmes que nous avons. Baisser les taxes, oui, ça va encourager, ça va promouvoir, ça va permettre à ce que beaucoup d'entrepreneurs puissent amener leurs marchandises sur le territoire congolais. Mais ici, le problème, c'est la question que je me pose, en tout cas, c'est que est-ce que c'est là la solution qu'il faut envisager? À l'évidence, je peux dire oui. Mais j'ai cru comprendre que cette crise aussi n'est pas que congolaise. Parce que là où nous devons importer principalement, c'est ici en Zambie. J'ai entendu sur ce plateau qu'avant, c'était les maïs de, me semble-t-il, Moïse Katumbi qui venait les vendre prétendument aux Congolais ici. Je ne sais pas comment ça se faisait. Mais nous allons importer à partir d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Nous allons importer à partir d'où? Puisque ici en Zambie, il n'y a plus de maïs, traverse la même crise que nous, et dans beaucoup d'autres pays de la sous-région ici traversent la même crise que nous, nous allons importer à partir d'où? De l'Ukraine qui est en guerre, nous allons importer à partir d'où? C'est ça la grande question qui se pose. Alors, j'espère que ce rabattement de taxes va permettre à ce que ça puisse encourager les partenaires à pouvoir amener leurs marchandises ici sur le territoire congolais. Mais la crise n'est pas que congolaise. D'ailleurs, quand on est en train de dire que nous n'avons, ce n'est pas l'actuel pouvoir qui a orchestré ni organisé cette crise ici, elle l'a trouvée. Ce n'est pas elle qui est c'est pas lui qui est à la base de ça. Mais si déjà nous sommes en train de constater qu'il ne s'agit pas que du Congo, qu'il s'agit d'une crise qui est généralisée au niveau de la sous-région ici, il est devenu un peu difficile, d'autant plus qu'après toutes les démarches qui ont été menées par l'ensemble des membres du gouvernement qui ont voyagé à travers l'Afrique subsaharienne ici, si j'ai bien compris, les VPM l'ont montré que sur une vidéo, qu'il n'y avait qu'un Congolais qui est à l'étranger, qui a accepté de pouvoir apporter les 25% de ce qu'on espérait. C'est-à-dire que ça me paraît ne pas être vraiment sérieux ce qui s'est passé.
s'il n'y a qu'un seul opérateur économique qui accepte finalement de ramener ces marchandises. Je ne pense pas que c'est le seul qui a des stocks en ce moment. Je n'en suis pas si persuadé que ça. Mais s'il n'y a qu'une seule personne, ça me paraît, et je prends ça avec beaucoup des pincettes, ça me paraît un peu dubitatif, mais il nous a promis que dans 4 jours, ce stock-là arrivera en RDC et que ça commencera à être distribué. Nous observons, nous n'allons pas faire comme on aime nous le dire, que ce sont des procès d'intention, nous n'avons pas encore vu des résultats. 4 jours, Nalinga Barabako c'est la Ramukolo, Likambuti, et Koko Makaka. Nous attendons dans les 4 jours. Et qu'est-ce qu'adviendra-t-il après si le stock là... C'est justement ce que nous avons dit, tout à l'heure. C'est qu'il lui fallut, qu'en se déplaçant, aller signer des contrats sérieux et concrets. Pour savoir que si les 80 000 tonnes, je pense, qui sont déjà, ou dont on a trouvé déjà un partenaire qui dit clairement qu'il va ramener la marchandise sur le territoire congolais, mais il fallait déjà anticiper. Ce que j'apprends ici sur ce plateau, que les récoltes vont se faire au mois de septembre, juillet, septembre. C'est une bonne chose. Mais est-ce que nous pouvons vraiment nous rassurer que tous ces résultats-là seront atteints? Moi, je pense que de la manière dont notre gouvernement manque souvent d'anticipation, vous soulevez bien la question, que c'est vrai, nous avons trouvé une solution qui est très éphémère. Est-ce qu'à long terme, il y aura un résultat probant? Je ne pourrais émettre un grand nombre d'avis là-dessus. Nous attendons voir. Alors, il a évoqué également d'autres questions liées à l'économie, c'est le taux du dollar, et qui, selon lui, est resté stable pendant cette période du gouvernement Sama 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, d'abord, je reviens sur ce que Christian a dit tout à l'heure. Madame, le Katanga reste un enjeu électoral de taille pendant cette année électorale. Tout est politisé. Non, pas politisé, pas forcément. Mais, comme Christian vient de dire tout à l'heure, une délégation gouvernementale arrive en Zambie. La Zambie vous dit qu'elle n'a pas de marchandises. Et puis après, c'est un Congolais qui travaille en Zambie, c'est ça, qui donne la promesse de ramener sa production au Congo. Tout ça, c'est flou. Et puis après, le président a exhibé un accord qu'il a signé avec le gouvernement zambien. Dans l'émission d'hier. Vous avez vu ça? Il a exhibé un accord. C'est après être rentré que le gouvernement zambien accepte de libérer une partie de la marchandise. Le gouvernement zambien. Il a exhibé l'accord qu'il a signé avec tout ça. Donc tout ça, c'est effectivement flou. Et c'est pourquoi je dis, moi je soupçonne tous ces jeux comme si il y a une main droite, que je ne sais pas confirmer, mais au moins, il y a quelque chose qui ne dit pas son nom derrière cette histoire. Quelque chose qui ne dit pas son nom. Et ce Congolais, vous savez que la Zambie, c'est un grand producteur de maïs, parce qu'ils ont de grandes, comment on dit, cheptels de bétail. Le maïs ne sert pas seulement à l'alimentation des hommes, mais aussi à l'alimentation du bétail. Voyez-vous? Alors, quand je vois toute cette tergiversation autour de la position même du gouvernement zambien, et puis c'est un individu, un Congolais, qui dit, bon, moi, j'ai tout ça, je peux le faire, on comprend vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Donc, il y a une main noire qui tente un peu de bousculer les choses. Bon, c'est une année électorale. Je comprends aussi que c'est parfois aussi politiquement correct. Je ne suis pas trop rigoureux envers ceux qui le font, parce qu'en fait, en politique, deux fois aussi, on recourt à certaines méthodes qui ne sont pas moralement correctes. Alors, vous parlez du taux de dollar. Oui, j'ai entendu. Stable, oui, selon lui. mais ce qui m'a plus intéressé, c'était plutôt la personne qui a posé la question. Il m'a beaucoup intéressé. Il dit en 2001, le dollar est passé à 21. En 2002, le dollar est passé à 22. Et nous sommes en 2003, le dollar est à 23. 2023. 2023 et le dollar est à 23, donc 2300. Donc, quelque part, ça m'a interpellé un tout petit peu. Donc, est-ce que cela est le fait de la crise mondiale due, n'est-ce pas, à la Covid, ou c'est dû à la guerre de l'Ukraine, qui a effectivement des effets économiques sur beaucoup de pays? Pourquoi chaque année, il y a une détérioration significative?
n'est-ce pas? Presque d'une unité. Pourquoi cette chose? Moi, je crois que le vice-premier ministre, M. Caméré, qui est un économiste de formation, je pense qu'il doit être à mesure de corriger cela. Mais il a évoqué un problème très important que tous nous connaissons, qu'il faut la production pour qu'il y ait une couverture en devises. Or, notre production est fondée sur les mines, donc les minéraux, alors que les mêmes miniers ne rapatrient pas les 30%, je crois que c'est 30%, 30 ou 50% en République démocratique du Congo, comme la loi le dit. Ce qui fait qu'il y a une sorte de flottement, n'est-ce pas, de la devise en République démocratique du Congo. Mais je ne suis pas moi-même technicien de la matière. Je pense que lui, qui a pris les rênes du pouvoir à la tête, n'est-ce pas, de l'économie, il faudra en principe qu'il arrive à trouver une explication et surtout une stabilité. Explication, c'est facile. Il est économiste, il peut nous raconter toute l'histoire de l'économie, mais au moins c'est d'avoir une stabilité à long terme. Une stabilité à long terme de la devise. Ça va aider à stabiliser les prix, ça va aider aussi à stabiliser beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, vous venez le matin, quelque chose vous avez laissé, n'est-ce pas, à 500 francs, c'est déjà à 600. Donc ça va nous aider tout simplement. Donc lui, qui est économiste, en même temps qui s'est dit avoir beaucoup d'expérience, n'est-ce pas? Je crois que sa charge aujourd'hui, c'est de stabiliser à long terme, n'est-ce pas, la devise, et de manière à stabiliser d'autres secteurs, pratiquement pour le citoyen lambda qui ne sait pas à quel sens se vouer, particulièrement à cause de cette on va passer à un autre sujet avant que nous ayons la réponse des Christian Wemango. De façon générale, comment est-ce que vous avez perçu cette réponse du VPM de l'économie par rapport à cette crise? Donc, moi, je sais qu'il n'y a pas une autre réponse. Il y a d'abord les mesures conjoncturelles, comme il a dit, et puis les mesures structurelles. Conjoncturelles, c'est à cause de la crise qui est passagère, n'est-ce pas? Mais dans le durable, c'est ça les mesures structurelles. C'est-à-dire, c'est défalquer, comme il a dit, $1 milliard pour organiser toute la chaîne de production. La chaîne de production, c'est des routes, c'est encadrement, n'est-ce pas, des paysans, et se constituer ce qu'on a appelé une réserve, une réserve, ainsi de suite. Moi, je crois que c'est tout ce que le gouvernement peut donner. Je crois que les mesures ont été efficaces. Notre problème, ce n'est pas d'avoir des mesures efficaces comme il les a énoncées, c'est de vivre, de voir les faits, s'exécuter et de voir des réserves. Donc, vous donnez raison à ceux qui estiment qu'on était plus dans des promesses, des théories que de pratiques. Non, madame, moi je suis politologue de formation. Et il n'y a rien. Un discours politique, c'est un discours de promesse. D'accord? C'est un discours de promesse. Mais effectivement, ça devient un repère de comparaison. Vous avez promis ça, qu'est-ce que vous avez réalisé? C'est ça. La promesse, les gens s'accusent. Voilà ce que j'ai comme vision. Mais alors, au bout d'un certain temps, nous devons vérifier ce que vous avez déclaré. Donc, il n'y a pas un discours politique qui n'ait pas de promesse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est à la concrétisation que les gens Absolument. attendent. Alors, Christian Wemango, par rapport au dollar, parce qu'on doit prendre un autre sujet. C'est la même attitude. C'est la même attitude. Et au VPM de l'économie, nous l'attendions hier pour qu'il y ait un changement de narratif. C'est-à-dire, il ne faut pas d'abord... Le premier problème que je soulevais, c'est qu'il est d'abord entré dans les jeux de la question du journaliste, qui lui demande de savoir pourquoi avant on vivait bien avec Kabila et aujourd'hui tout a dérapé. Je pense que ce qu'il aurait pu nous dire, parce que c'est une équipe gouvernementale, même s'il n'était pas là avant, mais il avait une réponse à nous donner, à nous dire, mais observez, depuis que nous sommes là, le dollar ne hausse plus. Plutôt que d'entrer d'abord dans son jeu, pour commencer à dire, depuis Kabila Tolia, Bolia Nanouti. Donc, vous, comme vous êtes là, ne continuez pas à manger parce que depuis Kabila, vous ne mangez pas. Ça, c'est un mauvais jeu. Il est entré dans le piège du journaliste, en fait. Je pense qu'au niveau de la communication, on ne donnera pas des leçons. Nous sommes certainement mal placés. Mais il va falloir assez que la nouvelle équipe gouvernementale qui est arrivée ici, à laquelle plus ou moins nous essayons de donner des chances, mais il faut quand même essayer d'éviter ces comparaisons-là d'avec les anciens régimes. C'est déjà passé, normalement on devrait les oublier. Mais quand on rentre toujours dans ces jeux-là, malheureusement on fuit et on oublie de donner la réponse essentielle à la population. Quand vous regardez la communication du VPM, il a moins insisté sur la question de l'aspect de soulever que
regardez depuis que nous sommes là, au lieu que nous soyons à 23, nous sommes descendus parce que le taux de change réel, c'est 22,50. Mais c'est à 23 au marché parallèle, avec toute la spéculation. Ouais. Voilà ce qu'il aurait pu nous dire. Il aurait pu insister sur cette question-là, que nous sommes à 22,50. Voilà le plan que nous avons. D'ici la fin de l'année, nous serons à 20. C'est tout. Mais quand vous passez le temps à dire, non, regardez, derrière, il y avait ceci, il y avait cela, mais si nous allons sur ce schéma-là, il va falloir que nous puissions s'y rappeler. Prenez entre 2009 à 2014, à 2016, pardon. Le taux du dollar a varié autour de 90. Ça n'avait pas bougé. Parce que si on doit reprocher, à l'époque, il y avait 2 premiers ministres. Il est passé Adolphe Muzito, ensuite Matata Ponyo. Et des deux, le taux de change avait été maîtrisé parce qu'on est dépassé par la barre de 90. C'est lorsque nous sommes allés dans les gouvernements d'union nationale après les dialogues qu'on a vu le château de cartes s'effriter. Alors, est-ce que là, on doit dire que c'était Kabila qui était là ou que Kabila n'était pas là? Or, on oublie que pendant ces mêmes gouvernements-là, qui était ministre de l'économie? N'est-ce pas qu'il venait de l'UNC? Pardon, ministre du budget, par exemple. N'est-ce pas qu'il venait de l'UNC? Or, parmi les compartiments qui maîtrisent le taux de change, c'est principalement aussi les budgets. Alors, est-ce que Vital Kamerhe, lorsqu'il répondait à la question, il mettait tous les doigts vers l'avant, il ne remettait pas un doigt vers lui-même? Parce que si on devait entrer dans les détails de sa réponse, on constaterait que l'UNC a participé à cet effritement du taux de change dans ce pays. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours l'UNC qui gagne souvent le ministère de l'économie, le ministère du budget. Et aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de l'économie. Mais le taux du dollar ne fait que, cet écart-là ne fait que s'élargir entre ce que représente le franc congolais et ce que représente le dollar. Il aurait pu nous dire, il nous a dit une vérité, qu'en réalité, nous devons produire localement. Et si nous devons produire localement, nous n'allons pas commencer à produire aujourd'hui pour avoir les résultats aujourd'hui. Ça ne peut prendre que du temps. Mais depuis qu'il est là, quelles sont les mesures qu'il a prises et que dans une échéance proche, on peut constater que le taux du dollar va baisser. Si vous entrez dans les jeux du journaliste, c'est bien, c'est le piège, mais si nous continuons à éplucher là-bas, nous allons constater que vous avez participé à ça. Alors, si vous avez participé à ça hier, qu'est-ce que vous allez nous dire qui va nous faire sortir de ce traquenard aujourd'hui? Je ne vois pas ça. C'est pour ça que je conseillerais de ne plus surtout se revenir à là et éviter ce jeu-là s'ils veulent et s'ils s'attendent à des résultats. Voilà, par rapport à la marche, j'avais aussi une question sur la marche. Il dit laissez le marché, comme c'est ça leur solution. Au lendemain de leur marche, il y aura des denrées sur le marché. Monsieur le VPM, vous avez marché en 2015. Parmi les partis politiques qui ont fait en sorte que l'ancien régime puisse reculer et que nous ayons tant soit peu, même si nous n'avons pas eu les élections en 2016, mais il y a eu des réaménagements sérieux qui ont permis à ce qu'on puisse amortir un peu le choc de la violence qui allait arriver. Mais on avait marché pour quoi? À l'époque, on avait marché pour les élections. Est-ce qu'on avait eu les élections le lendemain? Ça, c'est un message qui démobilise la population et qui fait dormir la population, que marcher le lendemain, il n'y aura pas de nourriture. Mais c'est une expression populaire qui devait, au contraire, attirer l'attention du gouvernement, qu'effectivement, nous allons, plutôt que d'ignorer ça. Et puis, là-dessus, j'ai trouvé aussi les VPM un peu trop politiques. Vous êtes venus parler des chiffres et d'économie. Qu'est-ce que les marches ont à voir avec votre communication? Ça n'a rien à voir avec vous. Ils vont marcher, que j'ai appris qu'ils vont marcher, c'est de leurs droits. Point. C'est ça la communication. C'est de leurs droits. Pourquoi il faut commencer à entrer même sur les questions qui concernent les manifestations publiques? Il n'y aura pas de chiffres qui vont être donnés là-bas, si ce n'est la mobilisation. Il y avait 1 million de personnes. C'est vrai, le lendemain, les Congolais ne vont pas marcher, mais ils sont en train de lutter pour que leur demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Alors, on a été beaucoup plus politique parfois dans cette communication-là, plutôt que de rester
tout simplement technique en donnant des chiffres, ce serait mieux. Merci, Mais Christian on a Emango. suivi les pièges des questions des journalistes et sans emporter le VPM sur la politique, il a communiqué moins sur l'économie et c'est ça le piège dans lequel il est tombé sur les questions des Il journalistes. n'a pas convaincu, c'est l'enfant. Malheureusement. Voilà, on parle audit du fichier électoral, voilà, avec les 5 experts retenus par la CENI, 3 Congolais. Il y a un qui est de Malawi et l'autre, c'est un Sud-Africain. Alors, beaucoup redoutent sur la crédibilité de ces personnes. Il fallait qu'il y ait une organisation, des individus qui sont facilement corruptibles. Ça, c'est l'opposition. Et puis même la CENCO, hein, la mission d'observation de la CENCO, on dit que ce n'est pas un audit car la méthodologie est tracée par l'organisme qui est censé être audité. Qu'est-ce que vous pensez? Bien, merci. Je reviens d'abord, avant de continuer, sur Christian. Le taux du dollar n'est pas une matière du ministère du budget seulement. C'est une matière très transversale. Il y a le ministère de J'en l'économie. conviens, ce n'est pas, je dis principalement, notamment les... Ok, il y a un peu beaucoup de ministères qui entrent en ligne de compte. Madame, à propos de l'audit du fichier électoral, je crois que nous devons finalement finir par apprendre quand même à faire confiance aussi à nous-mêmes. C'est très important. Vous savez, madame, qu'en 2006, nous étions coachés par la communauté internationale en matière d'organisation des élections. En 2011, nous avons été seuls à faire ces choses. En 2011, c'est Ngoï Mulunda qui a fait un miracle. En moins de 6 mois, il a organisé les élections. Il a fait ceci, il a fait cela et tout ça, et les élections sont passées. En 2018, on a avancé un tout petit peu, ça veut dire qu'on a organisé les élections sans l'apport de la communauté internationale, du moins en ce qui concerne les finances. Donc, ce sont des processus, des améliorations progressives, n'est-ce pas, en matière d'organisation des élections. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape, madame. Nous sommes à une autre étape. Cette étape consiste aussi à répondre aux exigences constitutionnelles. Il est dit que les élections doivent avoir lieu au 20 décembre 2023 et que les organismes internationaux, n'est-ce pas, qui sont spécialisés dans le contrôle ou l'audit du fichier électoral, vous demandent 2 mois, 3 mois, beaucoup de temps. Alors que nous sommes coincés par le temps, que les Congolais eux-mêmes ont perdu dans des débats stériles. Pour le choix du président de la CENI, on a mis 3 mois, alors que c'était une histoire d'1 semaine. Alors il faut aller à la Attendez. Non, pas à la va-vite. C'est-à-dire que on fait ce qu'on appelle, on applique, comment on appelle, une solution, comment on appelle ça, j'ai perdu un peu le mot, hein, on applique une solution de choc. Voilà, c'est une solution de choc. Ça veut dire quoi? On a recruté des personnalités reconnues dans la matière, n'est-ce pas? Et qui sont reconnus internationalement. Ce ne sont pas les messieurs qu'on a ramassés dans la rue, madame. Moi, j'ai suivi ça sur RFI. Ce sont des gens reconnus internationalement comme étant des experts dans la matière électorale. Et l'homme de Malawi, il est expert même au Congo parce qu'à toutes les élections, il est là. Il connaît la réalité des élections au Congo. Ça, c'est le commentaire qu'on a fait sur Top Congo, je crois, le matin, quand c'était Congo, que lui, dans toutes les élections au Congo, il est là. Donc, il connaît bien le Congo. Et puis, il y a quelqu'un. Donc, en fait, nous, Congolais, nous savons que quand un blanc n'est pas là, et donc, ce que nous faisons n'a pas d'importance. Non, ce n'est pas correct. Mais on crée par Ce n'est rapport pas à la correct. manipulation. Ce n'est pas. Madame, Ils peuvent être même avec manipulés, l'OIF, facilement. même avec une organisation, si les gens veulent faire la manipulation, ils vont manipuler. Qu'est-ce que vous croyez, madame? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Que la corruption n'existe qu'en Afrique et en Europe, il n'y en a pas? C'est ce que vous voulez croire? Si manipulation il y en aura toujours, même avec l'OIF. Il y aura toujours de manipulation. Madame, ne vous en faites pas. Donc moi je crois que compte tenu du contexte et des contingences telles qu'elles se présentent aujourd'hui, et qu'il y a aussi exigence de respecter, n'est-ce pas, les délais constitutionnels, n'est-ce pas, pour la tenue des élections, je pense qu'on peut recourir à cette expertise, n'est-ce pas, quitte à faire ce travail en un temps record. Je crois que ça va être aussi... rappelez-vous, quand les machines à voter sont venues, personne n'a accepté. Personne n'a accepté la machine à voter. Donc, il fallait maintenir le cap. Et aujourd'hui, personne n'en parle. Personne. Ah, donc, c'est comme ça, Personne n'en parle. comme ça a été ainsi Je vous le avec la dis, machine je à vous le voter, dis, il faut le qu'on travail qui continue. sera fait devra être apprécié.
n'est-ce pas? Je ne dévance pas. Je voudrais que le travail qui sera fait soit apprécié à juste titre. Si c'est un bon travail, eh bien, on a ouvert une nouvelle brèche pour que désormais, que les Africains puissent, n'est-ce pas, s'occuper des problèmes des Africains. Tout simplement. Alors, la préoccupation de l'abbé Chollet, hein, ça c'est la SENCO et l'ECC, quand il remet en cause même la méthodologie, il dit comment expliquer que la CENI, elle recrute, elle organise, elle détermine la méthodologie, approuve le rapport. Non, elle-même, la CENI, non. Chollet doit s'informer. La même procédure de la CENI, c'est la même procédure de la CENI face aussi à l'OIF. C'est la même procédure, on n'a pas changé. Même quand c'est l'OIF, c'est la même procédure. Ça n'a pas changé, madame. Ça n'a pas changé. Il faut toujours, quand vous êtes des autorités, moi je suis un citoyen lambda. Quand c'est Chollet qui doit parler, parce qu'il veut être une grande personnalité du pays, quand il parle politique, il faut d'abord s'informer pour savoir comment ça se fait d'habitude avant de parler. Il ne faut pas faire ce genre d'erreur. Même quand c'est l'OIF, la procédure est fixée d'avance. Voici ce que vous allez faire ainsi de suite. On discute et on arrête, n'est-ce pas, un mot du suivi. C'est comme ça que ça se fait, madame. Donc, il ne faut pas faire des déclarations pour faire des déclarations. C'est vrai, je sais que les gens veulent que ce soit l'OIF, les gens veulent que ce soit parce qu'il y a la peau blanche, parce qu'on pense, n'est-ce pas, dans l'imaginaire, le blanc n'est pas corruptible. Non, je crois que nous devons avancer. Mon problème, ce n'est pas que j'accepte tout de suite, mais je voudrais voir le résultat du travail. Je voudrais voir comment on va apprécier le résultat de ce travail. Si le travail sera bien fait, eh bien, nous pouvons changer de cap. Alors, Christian Emango, par rapport à cette question de l'audit du fichier électoral, avec des doutes hein, par rapport à la crédibilité même des personnes que la SENCO émet. J'ai souvent la chance de tomber sur ce plateau. Ici, évidemment, Doudou Montier m'invite que lorsque nous sommes à la veille ou sinon si le processus électoral prend certains caps, et heureusement que c'est toujours sur ce même plateau ici, que nous n'avons pas arrêté de dénoncer d'abord ce calendrier électoral. Nous avons dit qu'un calendrier électoral dans lequel on réserve 20 jours d'audit du fichier électoral, mais c'est un audit interne, alors que pour ce qui concerne l'audit externe, on n'en a réservé que 5 jours. C'était sur ce même plateau et j'étais sans doute de l'autre côté là-bas. Autrefois, avant cette émission ici, la dernière fois que j'étais ici, nous avons dit que il y a certaines réalités que la population ne connaît pas. Et nous sommes ici pour pouvoir expliquer ça dans les détails. Lorsque on audite le fichier électoral, voilà pourquoi il faut comprendre la raison qui a poussé l'abbé Chollet à dire que vous-même vous avez fixé les méthodes. Il se passe quoi en fait? Il se passe que lorsqu'on audite le fichier électoral et que cet audit-là est externe, lorsque les partenaires viennent, on commence d'abord par fixer même les termes des références, des visites sur les lieux de leur travail, et cela prend généralement même la semaine, même 2 semaines. Ce sont des débats qui se font d'abord. La méthode de travail là, c'est pour ça qu'on regrette que ça a été fixé par la CENI au préalable. Non, ça se discute avec les partenaires. Parce que je ne vais pas auditer là où vous m'avez déjà dit, vous m'avez déjà tracé, mais je n'audite plus. J'exécute. Alors, pendant les 5 jours, c'est exactement ce qui s'est fait. Nous ne serons que dans les débats. On amène des experts internationaux, et moi, je peux douter qu'ils soient vraiment experts. J'ai vu leur CV, mais je me demande si ce sont des CV à forte personnalité, parce que si on doit venir vous imposer d'auditer un fichier électoral dans 5 jours, pendant qu'on vous a déjà tout imposé à l'avance, il faut déjà se poser la question sur ce que vous allez produire comme rapport. Parce que vous n'aurez pas le temps matériel de déceler. Écoutez, il n'y a pas eu élection. Il y a des préalables qu'il faut soulever. Vous savez que même ici, à Maluku, ici, les gens ne se sont pas enrôlés. La mission d'observation, ECC, SENCO, l'a dit. Au Kwilu, on ne s'est pas enrôlé. Dans beaucoup de provinces, on ne s'est pas enrôlé. Ce sont des préalables sur lesquels on devait d'abord commencer par soulever et éradiquer.
Mais non, l'audit, on c'est les sait- résultats déjà faits. non, Ça n'a rien à voir avec... excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Non, mais nous voulons auditer. Ça veut Justement, dire... on audite ce qu'il y a. On n'audite pas ce qu'on n'a pas enrôlé. Mais non, mais il y a des préalables que moi j'ai pensé que Les données sont auditeurs- déjà là dans la machine. C'est là qu'il faut auditer. J'ai C'est pas pensé l'extérieur. qu'il y a des préalables. D'abord ces problèmes. Non, Il y a des ça n'a rien à préalables. voir. Ça n'a Il y rien a à des voir. préalables que... Ça n'a rien à Non, voir. je viens auditer un fichier électoral dans lequel on va me présenter. Voilà, c'est là les détails qu'il faut vraiment que notre population puisse savoir. On va me présenter des bureaux de vote. Mais ces mêmes bureaux de vote-là, il n'y a pas eu enrôlement. Je vais auditer comment? Kiosque est fini. La réponse Merci, est simple. Christian. Merci, Parce que dans Christian. cet audit-là, Nous avons dans fini. cet audit-là, Non, je on va termine. présenter tout. Doudou, On on va a fini. dans On termine, l'audit. c'est juste un petit mot, Excusez-moi. Dans l'audit, on va présenter la carte et on va présenter les différents bureaux de vote qui ont été. Mais il n'y a pas eu enrôlement dans ces bureaux de vote. Mais ils doivent relever ça. C'est ça leur travail. Mais maintenant, quand ils vont relever ça, nous, on doute. On se pose la question de Comment on savoir va relever? est-ce qu'ils sont capables de relever tous ces éléments parce qu'ils n'ont que 5 jours. Il n'y a pas un Pendant ce rapport temps-là, ils parfait. vont s'intéresser. Ils vont s'intéresser à là où il y a d'abord eu l'enrôlement. Et puis, on vous dit votre délai est fini. Vous devez rentrer. Il n'y aura pas un rapport Christian. sérieux C'est dans fini. tout cet audit-là. Merci, Christian. Et L'émission il est faut finie. assez que nous soyons sérieux dans ces pays. Madame, juste une minute. L'émission est C'est finie. vraiment Ouais, une regrettable. minute, une minute. C'est vraiment Doudou, regrettable que l'émission nous est puissions. finie. Une minute, C'est- une minute. c'est- Je n'ai pas fini de parler malheureusement. On a fini. C'est vraiment. Oui, je sais On qu'on a court fini. derrière les temps, il y a Oui, un c'est pub qui c'est doit terminé. On a passer. peut-être 2 minutes. Vous allez désannoncer l'émission. Madame, il faut que la population sache que la CENI, dès lors que tout ce qu'on lui dit, elle ne veut pas, ne fût-ce que créer ce cadre de concertation-là que l'on lui demande, alors qu'on ne dise pas à la population, ceux qui vont marcher, lobby élection et cause à la télé. La population va marcher et on ne va pas l'arrêter. Et aussi un Malheureusement. problème de temps. C'est fini. Merci, Joseph Kongolo. Je voudrais dire Doudou, ceci. on a fini, oui. Je voudrais dire ceci. 30 Il faut secondes. faire très attention. Nous sommes au 3e cycle électoral. Nous avons des spécialistes en élection qui sont en formation depuis 3 mois. Nous devons diminuer l'impact de l'extérieur, que ce soit dans l'audit, que ce soit dans d'autres secteurs, pour que demain, nous puissions organiser seuls les élections sans l'apport des autres. Oh, nous n'allons pas en France pour auditer Merci. le fichier électoral de la France. Voilà. Merci Donc, c'est Joseph normal. Kongolo, merci Christian Emango, merci à l'équipe technique, à Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Demain à la même heure, merci à Niou Apezo. Demain à la même heure, au revoir.